un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Ah, le jingle, il a sauté. Mais il y a beaucoup de choses qui ont sauté depuis quelques jours. Donc, bienvenue dans le Réveil des Enchanteurs, l'émission matinale de Radio Antasia. Nous sommes présents tous les dimanches matins, entre 10h et midi. Et on se retrouve également chaque dimanche de 13h à 14h pour le grand journal des sorcières. Oui, oui, oui. Alors, petite information complémentaire au passage sur le journal des sorcières. Pour information, je serai avec Antinous tout à l'heure. Donc soyez au rendez-vous, mes très chers enchanteurs. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh ben, je peux vous dire qu'il va se passer plein de choses. Il se passe toujours beaucoup de choses dimanche matin, mais là ça promet du bouillon, je vous le dis. Donc bien sûr, vous aurez la guidance féerique, bien évidemment, d'ici quelques minutes après la chouette chanson d'Halloween. Et devinez quelle chouette chanson d'Halloween je vous concocte. Et oui, vous allez avoir toutes les versions jusqu'à la version finale dimanche prochain, qui est celle en français. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va commencer l'émission aux alentours de 10h30 avec notre merveilleuse Vera qui sera parmi nous et qui nous parlera de la pierre de lune. Oui, 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 oui. Que du bonheur. Ça va être magnifique. J'ai vu son petit plan et je peux vous dire, waouh, ça promet. Ensuite, nous allons avoir Samuel qui va nous ouvrir les portes autour du petit Lenormand. Oui, j'y suis arrivée. Mais vous savez pourquoi j'y suis arrivée ? Parce que je suis en train de lire mon plan. Donc, il n'y a pas de possibilité que je me souvienne tout de suite. Mais voilà, le petit Lenormand. Et donc, Samuel va nous parler, bien évidemment, de l'histoire de la cartomancie moderne et le tournant spirituel du 19e siècle, avec une mise en lumière sur la cartomancie des salons et la symbolique aussi du chemin et des nuages. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ça ? Mystère et boule de chewing-gum, mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous aurons aussi Isiliane avec sa chronique magique autour des huiles essentielles. Et il nous a créé un petit sac mojo. Je ne vous dis que ça. J'ai vu son plan hier soir et je peux vous dire que ça promet du bouillon. Il va donc nous parler du thym à linalol. Mais qu'est-ce que c'est donc le thym à linalol ? Alors, je connais le thym, mais à linalol, je ne sais pas vous, mais moi, je ne connais pas. Walou. Donc ça va être pour cette matinale. Donc Vera, Samuel et Isiliane qui seront parmi nous ce matin en direct. Et bien sûr, on a du monde sur le chat, donc venez nous rejoindre, mes très chers enchanteurs. Pour nous rejoindre, c'est très simple. Il suffit d'aller sur radioantasia.fr, vous avez l'onglet le chat, vous cliquez dessus, vous mettez votre petit pseudo magique et comme par enchantement, oui, vous êtes connecté avec les auditeurs qui sont présents sur le chat. Et là, ce matin, on a Clan du Lacra. Coucou à toi, ma belle. On a Mimi Mireille. Yeah. Je vais peut-être remonter un peu les poussières d'étoiles, on ne les entend pas trop. On a aussi Samuel qui est là. Coucou Samuel. Hello. On a Robert qui est là. Hello Robert. Merci au passage Robert pour ton très merveilleux don. D'ailleurs on a fêté le 16 octobre, on a fêté les 2 ans de la radio et en même temps mon anniversaire et en même temps le jour du chaudron et en même temps l'anniversaire des créateurs, du créateur de Walter Disney Studio. Donc le 16 octobre il n'y a que du bonheur. Donc je vous remercie vraiment pour tous vos messages, vous êtes des amours. Il y a également Zéliane qui est là. Coucou Zéliane. Il y a également Lysia qui est là. Plein de bisous à toi, Lysia. Il y a aussi Abyss qui est là. Coucou Choupinette. J'espère que tu vas bien. Et vous bougez, Il y a Althea qui est là. Coucou Althea. Il y a aussi Shaman qui est là. Shaman, Shawoman, on ne sait pas. Shaman. Plein de gros bisous à toi. Il y a Marc qui est notre modérateur à qui on fait plein de gros bisous.
Il y a Julia aussi, il y a Lysia. Est-ce que je vous ai oublié? Je ne sais pas si j'ai oublié des personnes. Je m'en excuse. Si c'est le cas, je ne crois pas. Mais venez nous rejoindre. Il y a Mimi Mireille. Oui, Mimi Mireille, je te citais. Alors pour info, en fait, je ne suis pas du tout réveillée, mes très chers enchanteurs. Je me suis couchée, c'était 4h du matin. J'ai fait plein de podcasts, je peux vous dire. Si vous allez sur Antasia TV, vous allez voir plein de beaux podcasts. Et ça, c'est juste que du bonheur. Et notamment, notre toute nouvelle émission qui s'appelle Psyché Occulte. On avait invité Elisabeth, une thérapeute, pour nous parler de transgénéalogie et de psychologénéalogie. Vous verrez. J'ai fait une bêtise sur la vidéo replay, j'ai marqué psychologénéalogie. Je pensais à psychologie en fait, et j'ai mis psychologénéalogie. Bon, c'est pas bien grave, hein, ça fait un petit côté rock'n'roll comme on connaît, mais voilà. Donc, on va commencer l'émission avec notre chouette chanson d'Halloween, ensuite la guidance féerique, et à 10h30, on aura notre merveilleuse Vera qui sera parmi nous. Est-ce que vous êtes prêts, mes très chers enchanteurs, pour cette magnifique émission? Et moi, j'attends des... Non, j'attends pas ça. Vous voyez, je me suis trompée de... Ah, c'est lequel? C'est celui-là, je crois. Quelque part. Non, c'est pas celui-là. Entre nos deux mondes. C'est pas grave, c'est un très joli jingle. Antasia. Vous voyez, je suis pas réveillée. Hein. Le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider en ce lieu. Pour honorer l'être magique que tu es. Oui, tu es un être magique. Bon, c'est pas grave. Je vais arrêter de jouer avec mes petits boutons parce que je suis pas réveillée du tout. Je crois que c'est Julia aussi qui s'est couchée tard hier soir. Non, me semble-t-il. Ou cette nuit, ce matin. Me semble-t-il. Ah bah oui, il y a Lunaya. Mais je la vois pas sur le chat. Non, elle est pas là elle est pas sur le chat, Lunaya. Mais on lui fait plein de gros bisous. Voilà. Je ne sais faire que les poussières d'étoiles. Ne me demandez pas d'autres trucs. Bon, je vais y aller parce que c'est quand même 10h08 là. Sinon, on va être en retard avec notre merveilleuse Vera. Donc, c'est parti, mon kiki, pour 2 heures de folie en notre compagnie. Allez, on y va. Vous aimez la chanson hein, Radio Antasia? Eh bien, on va la mettre. Allez, c'est parti. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi, mes très chers enchanteurs. On reprend le live. D'ici quelques secondes, nous aurons donc Vera en ligne. Et avant cela, écoutez, je vous remercie pour vos retours sur la jolie guidance. Entre-temps, on a donc Ophélie Amstram qui est arrivée. On a aussi Sylvain qui est là, merveillous. On a aussi Millenia qui est là. On fait plein de gros bisous. Alors oui, j'ai entendu Vera. Hello Vera. Hello Vera, le petit micro est coupé. Il faut le découper. Eh ben voilà, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Par contre, tu as laissé... c'est top. Tu vas bien? Oui, tu as laissé le fond de la radio. Le fond, ah oui, mais oui. Mais oui, et voilà. Magnifique. Là, ça prouve aussi que la chouette équipe écoute la radio, je vous le dis. Hein. Mais oui, écoute, c'est bien la moindre des choses. On est d'accord. Alors, j'ai reçu ton petit plan, ma très chère Vera, et oh my god, quoi. Oh my god. Oui, il était velu celui-là. Hein. Ah ouais, non mais... alors, je suis pas très lithothérapie, vous le savez, mais j'ai quand même quelques pierres que j'aime, que j'affectionne, et en plus, avec la pierre de lune, j'ai une histoire très particulière. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit message à la personne concernée, elle m'a pas encore lu, donc je peux pas trop en parler, parce que j'attends son aval avant d'en parler, mais... Comme c'est ta chronique, on va ouvrir les portes autour de la Witchy Planet qui parle de la pierre de lune. Donc c'est parti. Mais oui, donc vous le savez, hein, c'est la thématique de la saison. On part en voyage au pays des pierres et donc je vous propose la pierre de lune puisque c'était parmi les pierres qui avaient été suggérées par certains auditeurs. Et puis Sylvain est passé par là, puis il a enfoncé le clou en fait, parce que du coup j'avais un petit échange avec lui, et puis je lui dis bon alors toi c'est quelle pierre qui te motiverait? Puis il me dit ah bah moi c'est la pierre de lune. Et comme je sais qu'il y a quand même pas mal de cancers, parce que la pierre de lune, vous le savez peut-être, c'est vraiment la pierre de prédilection des cancers. Et je me suis dit Sylvain, Isilionne et moi-même, parce que je suis moi-même cancer, et je me suis dit allez hop, banco, on part sur la pierre de lune. Ah, je savais pas que c'était la pierre associée au cancer. Oui, si, c'est la lune étant associée en fait à l'élément eau, et bien forcément tu vas retrouver le cancer, mais aussi le poisson,
mais pas que. Mais je vais pas spoiler le truc parce que j'ai prévu de vous parler justement un petit peu de cette dimension aussi astrologique associée à la pierre de lune. Non, mais tu sais que c'est quand même dingue, Vera, parce que plus le temps passe, parce que je sais que j'ai suivi la session de formation autour des éléments avec Alexandra, elle me disait que j'étais haut. Je lui dis, mais non, je suis pas haut. Et en fait, plus le temps passe, plus je me sens haut. Alors, tu vois, c'est fou. Et ben voilà, tu vois, c'est ça, tu glisses vers cet élément et puis du coup, la pierre de lune. Alors je sais pas, est-ce que tu en as une toi de pierre de lune ou Oui. qu'est-ce que tu as comme pierre? J'ai la pierre, j'ai une grosse pierre de lune noire et puis j'ai plein de petites pierres de lune blanche. C'est l'une de mes préférées en fait, si c'est pas ma chouchou. Mais c'est vrai que c'est une pierre qui est, même les gens qui, qui s'y connaissent pas trop, qui sont pas trop versés en lithothérapie, sont souvent attirés en fait par cette pierre parce qu'elle est vraiment fascinante, quoi, avec ses reflets bleutés. Et c'est vrai que ça fait d'elle une des pierres les plus prisées. Ouais. Un peu comme le lapis lazuli dont on avait parlé le mois dernier. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit que c'était une bonne idée de parler d'elle parce qu'elle est finalement assez. Elle va parler à tout le monde la visualise quoi aussi. Tout à fait. Donc ça va être que beau. Moi, team R, je suis R aussi, Zillion. Je suis R et O. Mais c'est très bien aussi R et O. Pour faire plein de tempêtes, des vagues. Voilà, et tout. c'est ça. Oh bah oui. Oui. Et toi, tu es quoi? Tu es quoi, toi? Alors, Attends, moi, je suis... Je peux deviner. Vas-y. Alors, je dirais qu'il y a du feu en toi, c'est sûr. Oui, il y a du feu. Ouais, c'est vrai qu'il y a du feu. Et il y a de l'air. Ah, il y a l'air aussi, waouh. Ouais, c'est ce qui avait, c'est ce qui avait été conforté par la formation justement que j'avais faite avec Alexandra. Voilà. Après, avec une petite hésitation en fait entre justement la présence de l'élément feu ou eau. Et en fait, après finalement avoir cheminé dans le cadre de ce parcours avec Alexandra, je suis arrivée à la conclusion que l'élément feu était vraiment en fait une composante, la deuxième composante la plus essentielle en fait chez moi. Donc voilà, donc air et feu. Donc tu vois le truc quoi. Tu dois aimer l'alchimie. Hein. Écoute, l'alchimie m'intéresse beaucoup. Après, je suis pas très mateuse moi, donc. Il y a plein de choses autour de l'alchimie. C'est pas que ce qu'on imagine. Il y a plein de choses. Et ce qui est bien, si jamais vous connaissiez pas la formation d'Alexandra sur la magie des éléments, elle vous ouvre aussi les portes autour des différentes pratiques. Qui pourraient vous orienter sur votre élément principal. Et souvent, on retrouve des choses qu'on aime faire, en fait, sans savoir que c'était forcément relié. Donc, je trouvais cette formation vraiment top par rapport à ça. Voilà. Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, donc je vais vous emmener évidemment dans l'univers de la pierre de lune, mais juste avant, comme la dernière fois, je vous propose toujours un petit morceau de théorie sur la lithothérapie et puis aujourd'hui on va explorer les principes fondamentaux qui confèrent à chaque pierre ses propriétés thérapeutiques, en clair l'origine du pouvoir des pierres. Voilà. Et puis donc ensuite on va bien sûr regarder d'un petit peu plus près ce qu'est notre pierre de lune, on va regarder son identité, les mythes, les lieux emblématiques à travers le monde et puis aussi évidemment ses qualités, ses usages en lithothérapie. Voilà. Donc, Alina, je te propose et je propose à tous les auditeurs de s'installer bien confortablement et puis de vous laisser guider par la lueur douce de la pierre de lune. Waouh, c'est parti, poussière d'étoile. Yeah. Voilà. Ouais. Bon, mais d'abord, on va plonger dans quelques fondements théoriques. Alors, en lithothérapie, on considère que les effets d'une pierre découlent directement de ses caractéristiques physiques. En fait, ces qualités, elles vont être déterminées par son mode de formation géologique, par ce qu'on appelle aussi son système cristallin, mais aussi sa composition chimique, sa couleur évidemment, et également sa forme. Et c'est en fait tous ces aspects qui vont contribuer à forger la personnalité énergétique unique d'une pierre. Alors, pour commencer par le mode de formation géologique, vous savez que les minéraux vont naître dans des conditions géologiques variées,
Soit c'est le magma qui refroidit, soit des dépôts sédimentaires, soit elles sont issues de métamorphoses sous pression. Et c'est ces conditions qui vont laisser une empreinte sur l'énergie de la pierre. Donc, par exemple, une pierre qui va être formée justement dans le feu volcanique serait porteuse d'une énergie dynamique et transformatrice, alors qu'une pierre métamorphique, donc qui est née de la pression et de la chaleur dans la croûte terrestre, va apporter une force d'adaptation et de résilience. Et c'était le cas d'ailleurs du lapis-lazuli. Donc on va distinguer 3 grands types de formations. C'est ce qu'on appelle les pierres ignées, les pierres sédimentaires et les pierres métamorphiques. Et puis chacune, justement, va contribuer différemment aux vertus du minéral selon la lithothérapie. Le deuxième critère, c'est la structure cristalline. Alors, c'est la manière dont les atomes de chaque minéral vont s'agencer. Donc là, on va parler de système cristallin cubique, hexagonal, triclinique, amorphe. C'est un petit peu technique, mais en gros, il faut retenir que donc c'est la structure interne donc des atomes de la pierre qui va justement traduire une vibration spécifique et qui va donc influencer le mode d'action de la pierre. Par exemple, une pierre qui aurait une structure cristalline cubique, par exemple comme le sel ou la pyrite, va émettre une énergie d'ordre et de stabilité qui va être vraiment très bonne pour pouvoir structurer ses pensées. Alors qu'une pierre en fait de structure monoclinique, donc plus asymétrique, comme la pierre de lune justement, eh bien ça va plutôt inviter à la réceptivité et à l'introspection. Donc en clair, le système cristallin, ça va vraiment déterminer le style d'énergie de la gemme de la pierre. Ensuite, le troisième critère, c'est la classe minérale, c'est la composition chimique. Donc c'est l'identité chimique de la pierre, donc les éléments qui vont la composer, qui jouent un rôle clé. Par exemple, une pierre qui renfermerait en fait du cuivre, comme c'est le cas pour la malachite ou pour la turquoise, va stimuler l'énergie vitale, la créativité, va combattre la fatigue, alors qu'une pierre, par exemple, qui serait composée de lithium, comme la lépidolite, aura des effets calmants sur l'humeur et l'anxiété, puisque vous savez que le lithium est utilisé en médecine pour stabiliser l'humeur. Ou encore une pierre qui contiendrait du fer, comme par exemple l'hématite, eh bien c'est une pierre qui va être associée à la force, notamment corporelle, à la protection, la confiance en soi. Et la pierre de lune, quant à elle, elle contient de l'aluminium et du potassium, ce qui va faire que c'est une pierre qui va être parfaite pour tout ce qui est détente, sommeil, pour un effet apaisant. Voilà. Et puis, l'élément qui va parler le plus facilement à tout un chacun, c'est évidemment la couleur. Et en lithothérapie, souvent, on va rapporter la couleur à la théorie des chakras et donc aux qualités psychologiques qui en découlent. Donc, chaque couleur de pierre va émettre une fréquence vibratoire particulière, puisque vous savez qu'une couleur, c'est une vibration. Donc, par exemple, une pierre rouge ou orangée, comme par exemple le grenat ou la cornaline, vont être parfaites pour tout ce qui est stimulation de la vitalité, pour l'ancrage, puisque raccroché au chakra racine est sacré, alors que les pierres jaunes comme la citrine ou comme l'ambre vont favoriser la joie, la confiance, donc là c'est le chakra du plexus solaire. Les pierres vertes ou roses comme l'émeraude ou le quartz rose vont être raccrochés donc au chakra du cœur. Les pierres bleues comme l'aigle marine ou comme le lapis lazuli qu'on a vu la dernière fois, eh bien on avait évoqué que c'était très très favorable pour tout ce qui est communication. Donc là on est dans le chakra de la gorge. Les pierres indigo-violettes comme la sodalite ou l'améthyste, c'est évidemment le chakra du troisième œil et coronal et c'est donc vraiment tout indiqué pour éveiller l'intuition et la spiritualité. Et enfin, dernier critère, c'est la forme, c'est-à-dire que c'est l'aspect physique sous lequel la pierre va se présenter. Une pierre brute naturelle, une géode, une pointe cristalline ou un galet roulé vont diffuser évidemment des énergies de manière complètement différente. Par exemple, un cristal qui est taillé en pointe va concentrer et diriger l'énergie vers l'extérieur, alors qu'une pierre roulée
eh bien, va émettre une énergie beaucoup plus douce et uniforme dans toutes les directions. Voilà. Sans compter qu'en plus, si vous choisissez votre pierre taillée sous une forme symbolique, par exemple, si vous choisissez un quartz rose taillé en cœur, eh bien, vous allez doubler encore le pouvoir de la pierre au niveau de tout ce qui est justement amour, douceur, etc. Voilà. Donc, en conclusion, la formation, le mode de formation géologique, la structure cristalline, la composition chimique, la couleur et la forme d'une pierre vont travailler ensemble pour conférer à la pierre vraiment sa signature énergétique et vont expliquer donc pourquoi chaque pierre a des propriétés thérapeutiques qui lui sont propres. Voilà, Lina, est-ce que j'ai été claire déjà dans ce chapitre Oui, pour être claire, tu as été claire, mais en plus, surtout, tu m'as appris des trucs de ouf. Je ne savais pas par rapport à la forme de la pierre, quand elle était galée roulée ou quand elle était en roche, tu vois, au niveau des pics et tout. Non, c'est très... Mais oui, c'est pour ça que quand on va dans un marché ou dans une boutique qui vend des pierres, c'est vrai il y a la pierre en elle-même, mais on est aussi toujours aussi attiré en fonction de la forme et selon que ce soit une pyramide ou une sphère, etc. C'est vrai que ça va, selon l'usage en fait qu'on en attend, ça peut aussi avoir du coup un impact, donc ça peut renforcer. Donc c'est vrai que si par exemple on veut protéger sa maison, si tu prends une sphère par exemple en tourmaline, eh bien c'est quelque chose qui va rayonner, alors en plus en fonction après de son diamètre, c'est quelque chose qui va rayonner, qui va être en capacité de protéger vraiment de manière circulaire dans tous les sens ton habitation. Donc c'est aussi intéressant, puis moi alors, comme je vous le disais la dernière fois, je suis pas du tout une pro de la lithothérapie, donc j'essaye de me documenter de manière sérieuse et de vous restituer tout ça de manière la plus claire possible, parce que bon, c'est un peu technique quand même. Moi j'ai le bouquin de Michael Ginger là, qui était un des papes de la lithothérapie, qui avait une approche très très scientifique, et notamment son bouquin sur l'encyclopédie des pierres thérapeutiques, dont je me suis inspirée pour vous expliquer là un petit peu tout l'aspect théorique, c'est très technique en fait, c'est très scientifique, mais du coup j'ai appris aussi plein de choses, mais je trouvais ça vraiment intéressant de mettre en perspective parce que souvent on dit, on a comme c'est devenu un sujet quand même assez à la mode, la lithothérapie, on sait que tiens, le quartz rose, ça c'est bon pour l'apaisement, etc. On sait que telle pierre, ça va être bon pour ci, pour ça, mais finalement, d'où ça vient, là on a l'explication, c'est en fait cette grille de critères finalement qui va expliquer pourquoi telle ou telle pierre va avoir telle ou telle vertu. Alors j'ai Abyss qui rebondit sur le chat, on lui fait plein de bisous. Elle dit d'où forme pointue des pendules pour canaliser vers l'extérieur. Ouais, Abyss, en fait. Mais oui, il y a une logique. Tout à fait. Mais oui. Et Lunaya rebondit en disant que c'est le bouquin que tu as cité. Elle dit c'est le meilleur bouquin en lithothérapie. Ouais, c'est vraiment. Je connaissais pas. Oui, c'est un gros bébé, c'est un gros morceau. Et c'est vrai qu'il est, et puis il est très, il est vraiment hyper intéressant, parce qu'en fait, en première partie de bouquin, c'est vraiment toute la théorie en fait en fait, il traite pas que de la lithothérapie, on parle aussi de géologie, on parle de gémologie, et puis après, on rentre en fait, c'est une encyclopédie, donc c'est comme un dictionnaire. On va retrouver en fait pour chaque pierre toutes ses caractéristiques techniques, chimiques, et aussi ses vertus en lithothérapie. Donc c'est vrai il y a beaucoup de livres en fait sur les pierres évidemment, mais celui-ci, il a la qualité en fait d'être, je trouve, très carré, voilà. Puis moi j'aime bien ça en fait, j'aime toujours en fait cette dimension-là. Autant je veux dire, j'adore tout ce qui est ésotérique, autant j'apprécie vraiment voilà le travail rigoureux et scientifique de certains auteurs, dont justement, je vous le dis à l'allemande, donc Michael Ginger, voilà. Mais sinon ça s'écrit Michael pour les Français de l'intérieur, J-N-G, donc G-I-E-N-G-E-R, voilà.
Ah bah, tu ne feras pas hésiter à laisser le lien si tu veux sur le chat après la chronique. Yes, Ok. écoute, avec plaisir. Alors, on va maintenant s'intéresser de plus près à notre pierre de lune, Alina. Donc déjà, j'aime bien, vous le savez toujours vous dire, mais d'où vient ce nom? Le nom de la pierre de lune vient du sanskrit Chandra, qui signifie lune. Et puis en français, pierre de lune, eh bien, on le connaît, on l'utilise depuis pas mal de siècles pour désigner des minéraux qui sont pâles. Voilà, évidemment. Et scientifiquement, cette pierre, elle a été étudiée et décrite en détail au début du 19e siècle par le minéralogiste français Jean-Claude de la Métairie. Voilà. Et puis, un petit fait amusant, depuis l'an 2000, l'État de Floride a désigné la pierre de lune comme sa pierre officielle en hommage aux missions Apollo qui ont décollé de Cap Canaveral pour atteindre la lune bien réelle. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil symbolique. La pierre de lune, on ne la trouve pas du tout en Floride, enfin en tous les cas en termes de gisement, mais c'est le clin d'œil par rapport à la conquête spatiale. Et puis alors au niveau de sa famille minérale, eh bien la pierre de lune fait partie de la famille des feldspaths. Voilà, donc c'est le groupe des silicates alumino-potassiques. Et donc au niveau de sa composition chimique, eh bien, c'est un mélange de deux minéraux feldspath, à savoir l'orthose et l'albite. Et c'est en fait au moment où la pierre se forme, c'est ces deux composants qui vont se séparer en fines couches alternées. Et c'est ce phénomène qui va provoquer en fait cet effet optique unique de la pierre de lune, cet effet irisé qu'on appelle l'adularescence. Voilà, cette lueur interne bleutée ou blanchâtre qui semble flotter sous la surface de la pierre. Donc, comme je vous le disais précédemment, au niveau de son système cristallin, puisque maintenant vous maîtrisez parfaitement toutes ces notions, eh bien, la pierre de lune, c'est une pierre monoclinique. C'est-à-dire qu'elle a une structure asymétrique et donc comme d'autres pierres réputées comme d'autres pierres réputées comme la malachite ou l'azurite, eh bien ces pierres-là vont être réputées pour leurs effets intuitifs. Voilà. Et puis, bien sûr, au niveau de sa couleur et de son apparence, la pierre de lune, elle est généralement translucide à semi-transparente. Elle a une couleur de base qui va de l'incolore au blanc laiteux, légèrement gris perlé, ou jaune pâle, ou pêche rosée, parce que c'est vrai que souvent... on l'associe plutôt à du blanc avec des reflets bleus éventuellement pour la pierre de lune dite arc-en-ciel, mais il y a également des pierres de lune qui sont très proches du brun. Voilà. Et puis, donc, la pierre de lune, elle est célèbre pour, comme je vous le disais précédemment, pour son adularescence, donc cette lueur qui se déplace sur la surface de la pierre. Et quand elle a vraiment des éclats blancs bleutés, on parle même plutôt de labradorescence. Donc là, ça fait référence aussi au reflet de la labradorite, notamment la pierre de lune dite arc-en-ciel, qui est une qualité de pierre de lune qui est assez exceptionnelle et dont on va pouvoir observer justement un effet optique, un jeu de couleurs semblable à celui d'un arc-en-ciel. Au niveau de sa dureté, je vous avais expliqué la dernière fois le principe de l'échelle de Mohs, donc M-O-H-S. Donc elle a une dureté assez semblable au lapis lazuli, puisqu'elle a une dureté de 6 à 6,5. Donc c'est assez dur pour une pierre, c'est un peu plus évidemment que la moitié, puisque c'est une échelle qui va jusqu'à 10. Par contre, elle est quand même assez fragile, elle peut se rayer, elle peut s'ébrécher. Elle craint les chocs, voilà, donc il faut faire un petit peu attention, mais de toute façon j'ai prévu de vous parler un petit peu plus loin de son mode d'entretien. Et au niveau des gisements où on va pouvoir extraire cette pierre, eh bien les plus belles pierres de lune, on va les trouver plutôt en Asie du Sud, notamment au Sri Lanka. Mais également en Inde, dans les États du Sud. Également, il y a des gisements à Madagascar, en Tanzanie, en Birmanie, au Brésil, aux États-Unis.
et même en Australie. Et puis d'ailleurs, on en a également en Europe, où on en avait, parce que c'est des gisements qui sont quasiment épuisés. Donc il y en avait à l'époque en Suisse, dans le massif du Gothard, et puis également dans les Alpes autrichiennes, et puis également en Arménie, où près d'un lac qui s'appelle le lac Sévan, on produisait des pierres de lune qui étaient réputées. Voilà. Mais c'est surtout vraiment le Sri Lanka et l'Inde. Mais j'ai justement prévu de vous en parler, puisqu'on va maintenant attaquer notre voyage dans les lieux qui sont incarnés par la pierre de lune. Mais avant cela, une petite page aussi historique, puisque la pierre de lune, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, eh bien, c'est une gemme qui a suscité vénération, légendes et usages rituels à travers le monde, et en particulier dans l'Antiquité gréco-romaine. La pierre de lune, elle était déjà très prisée. En fait, les Romains pensaient qu'elle était formée par les rayons de la lune solidifiée, et croyaient même y voir l'image de Diane, déesse de la lune, quand on l'examinait donc sous certaines lumières. Et donc c'est vraiment, la pierre de lune, c'était vraiment la pierre des déesses lunaires, donc c'est pour ça qu'on l'associe à Diane, à Artémis, et puis plus tard, on l'a associé donc à Sélénée ou Hécate dans la mythologie grecque. Et les Grecs avaient même forgé le nom poétique d'Aphrosélénée, donc qui mêle Aphrodite, donc déesse de l'amour, et Sélénée, déesse de la lune, pour désigner cette pierre. Parce qu'on prêtait déjà à l'époque à la pierre le pouvoir d'attiser l'amour et la passion. D'ailleurs, il y a une légende qui dit que deux personnes qui portaient toutes deux une pierre de lune et qui se rencontreraient une nuit de pleine lune s'éprendraient d'un amour fou l'une de l'autre. Bon, il faut vraiment déjà y aller, se dire, voilà, on peut imaginer une forêt remplie de gens qui errent avec une pierre de lune autour du cou, sous la pleine lune, et qui se rencontrent. Enfin bon, voilà. Et puis donc la pierre de lune, elle était aussi, outre le côté love, elle était aussi connue pour être la pierre des voyageurs. Donc les gens en fait la portaient en amulette lorsqu'ils voyageaient de nuit ou sur mer, pour justement bénéficier de sa protection. Il y avait même aussi certaines pratiques divinatoires qui consistaient à mettre une pierre de lune dans sa bouche pendant la pleine lune pour recevoir des visions ou développer la clairvoyance et obtenir les faveurs de la déesse lunaire. Donc ces croyances montrent à quel point la pierre était liée à la lune, à l'eau et au pouvoir féminin sacré dans l'imaginaire antique. Alors après cette petite page antique, justement, je vous propose de partir en voyage. Donc pour la première destination, on va partir en Inde. Et oui, c'est là où je vous disais qu'on y trouvait les principaux gisements. Alors en Inde, c'est vraiment là que la pierre de lune va revêtir son caractère le plus sacré. Depuis des millénaires, on la considère comme la pierre des dieux de la lune. D'ailleurs, il y a une tradition hindoue très ancienne qui dit que justement la pierre de lune était placée sur le front du dieu lunaire qui s'appelle donc Chandra, le dieu lune. Et puis la pierre de lune d'ailleurs en hindi se dit Chandrakant, donc littéralement ça signifie aimer de la lune. Et d'ailleurs les marchands indiens ne la sortent traditionnellement jamais à l'extérieur sous la pleine lumière du jour pour la vendre. Ils l'exposent sur un tissu jaune qui est une couleur, comme vous le savez, sacrée en Inde. Et ils évitent vraiment de la profaner en la posant à même le sol. Donc ça prouve à quel point elle est sacrée. Et elle est vraiment encore aujourd'hui perçue comme un symbole de fertilité et d'amour. D'ailleurs, les femmes indiennes la portent en talisman pour tout ce qui est fertilité, pour avoir un enfant. Et c'est plus généralement aussi utilisé là-bas comme une pierre porte-bonheur. Voilà pour cette première destination. Et maintenant, on va pas très loin, tout est relatif, mais on va se diriger au Sri Lanka, puisque c'est là que je vous disais que on trouvait les premiers... que c'était en fait là qu'on trouvait les premiers producteurs de pierres de lune fine depuis l'Antiquité. Alors déjà au Moyen-Âge, les chroniques chinoises et arabes mentionnaient ce qu'ils appelaient les pierres rayonnantes de Ceylan.
Et il y a une région en particulier au Sri Lanka qui s'appelle Mettiyaghoda, près de la côte sud-ouest qui abrite un réseau de mines de pierre de lune exploitées depuis des siècles de manière artisanale. Donc d'ailleurs, vous pouvez vous trouver des films sur Internet où vous pouvez voir en fait justement comment les gens là-bas vont extraire la pierre de lune. En fait, ils utilisent, en fait, ils vont extraire les pierres du sol argileux. Donc c'est une espèce de cailloux grisâtres. Et une fois que ces pierres sont taillées et polies, eh bien on découvre ces pierres qui ont un éclat inimitable. Voilà, donc, et puis enfin, pour finir notre petit tour, nous allons en Europe. Alors là aussi, dans un temps plus contemporain, puisque, comme je vous le disais, la pierre de lune, elle a suscité un engouement dans les civilisations antiques, en Égypte aussi d'ailleurs, mais voilà, il fallait faire des choix, alors je vous ai parlé des Grecs et des Romains. Mais elle avait aussi une certaine attractivité durant le Moyen-Âge, mais elle a été vite remplacée par l'opale, voilà, qui était un petit peu plus, qui lui a volé la vedette. Et puis la pierre de lune, elle est redevenue très populaire en Europe à la fin du 19e siècle, notamment pendant le courant artistique de l'Art Nouveau. Donc là, on se situe entre 1890 et 1914. Il y a des joailliers de renom, comme le français René Lalique, qui l'ont intégré dans leur création. Donc, on retrouve encore dans les musées, dans les collections, des pendentifs, des broches avec des cabochons de pierre de lune absolument magnifiques, entourés d'émaillés d'or, avec des motifs naturalistes comme des fées, des libellules, des fleurs de pavot. Voilà. Et puis ensuite, c'est bien sûr dans les années 60 ou 70, avec le mouvement hippie, New Age, que la pierre de lune a été remise en lumière, et notamment pour toutes ces énergies en lien avec le féminin sacré. Donc on pourrait encore voyager Alina, mais il est temps de revenir à notre sujet principal, à savoir que peut nous apporter concrètement la pierre de lune. Alors, c'est marrant parce que tu as répondu à une question que se posaient les enchanteurs sur l'opale. Donc, voilà, si tu veux lire la question tout à l'heure. Mais c'était Clan du Lac qui disait « Il n'y a-t-il pas confusion entre pierre de lune et opale ?» Mais en fait, tu as répondu, quoi. Mais en fait, oui, souvent on les confond. Mais ce n'est pas la même pierre. Non. C'est pas la même pierre. Mais par contre, elle était associée plus ou moins à l'époque du Moyen-Âge. C'est ça, ouais, à l'époque du Moyen-Âge. En fait, elles sont très proches, donc déjà visuellement, donc forcément, elles vont aussi avoir des qualités semblables. Mais oui, a fortiori au Moyen-Âge, c'est l'opale qui a été qui l'a remplacée entre guillemets dans le cœur des hommes. Je suis vraiment poétesse ce matin. Oui, je vois ça ce matin, c'est ouf. Mais oui, je crois que c'est la fatigue en fait. Ça, c'est quand on a fait la bamboche le samedi soir. Oui, c'est ça. Voilà. Alors justement, qualité et usage en lithothérapie, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, sur le plan psychique et émotionnel, comme on l'a vu précédemment, c'est une pierre qui est associée à la féminité, à la douceur. On dit qu'elle harmonise les émotions, un peu comme la lune influence les marées. Elle va stabiliser les humeurs changeantes, elle va apaiser les réactions excessives et elle va aider à retrouver un équilibre émotionnel. Donc si vous avez besoin de douceur, de stabilisation, c'est une pierre qui va être parfaite. Elle va aussi être tout indiquée au niveau de tout ce qui est intuition et créativité. La pierre de lune, c'est une pierre yin, féminine, réceptive. Donc elle va stimuler l'intuition et la sensibilité artistique. Elle va développer la part de féminin sacré en chacun de nous, y compris chez les hommes, parce qu'elle va aider à équilibrer un tempérament trop yang, trop masculin, et elle va apporter de la douceur, de la sensibilité. Et puis les personnes qui, dans des moments en fait de doute, où il faut prendre des décisions, eh bien si on manque d'inspiration, de clairvoyance, on peut utiliser la pierre de lune comme une sorte de boussole intérieure. Voilà, donc elle sert aussi pour cela. Et puis évidemment dans tout ce qui est amour et relations,
par rapport à la légende que je vous évoquais avant, eh bien, on dit que c'est une pierre qui aide à l'harmonie du couple. Donc, ça va aider chacun des partenaires à être en phase émotionnellement. Ça peut aussi permettre la réconciliation en cas de dispute. Donc, voilà, plutôt que de vous envoyer des assiettes, envoyez-vous des pierres de lune à la figure. Et puis d'ailleurs aussi, c'est une pierre qui va aider à libérer les blocages liés à la sexualité, notamment les gens qui sont un petit peu trop cérébrales, qui ont du mal à lâcher prise. Voilà, et puis aussi, indirectement, cette pierre étant traditionnellement associée à la fertilité, à la féminité, eh bien, évidemment, ça va jouer sur tout ce qui est sensualité, sur tout ce qui est amour physique. Voilà pour les principales caractéristiques de la pierre de lune sur le plan psychique et émotionnel. Donc c'est vraiment une pierre qui va aider à accueillir les émotions sans être submergée, qui va favoriser les relations et la compréhension mutuelle. C'est une pierre qu'on va dire un petit peu maman bienveillante. Voilà. Alors, sur le plan physique et physiologique, elle a également des propriétés. Alors, notamment au niveau de tout ce qui est équilibre hormonal et santé féminine. C'est la pierre de la femme par excellence. Elle va donc réguler tout ce qui est fonctionnement hormonal et cycle menstruel. Typiquement, on peut poser une pierre directement sur le bas-ventre pour équilibrer les phases du cycle. On dit aussi que ça peut favoriser en cas de difficulté à concevoir, donc voilà. Et puis finalement, c'est aussi d'ailleurs une pierre qui est indiquée a priori pour conserver une bonne lactation pour l'allaitement. Donc en bref, c'est une pierre qui va accompagner la femme à toutes les étapes de sa vie, de la puberté jusqu'à la ménopause, en harmonisant les hormones liées à ces transitions. Voilà, c'est pour ça qu'elle a ce surnom de pierre des déesses mères. Alors, outre le côté hormonal et... Je suis désolée, Vera, mais en fait, il est 11h03 et on est déjà en retard. Ah, pardon, oui, c'est bien que tu me le dises, Alors, je vais un petit peu accélérer. Oui. Donc, du coup, alors, vous aurez aussi des vertus dans tout ce qui est, pour tout ce qui est sphère digestive et fluide, pour tout ce qui est peau, cheveux, puisque c'est en lien aussi avec le côté hormonal, et puis surtout aussi pour le sommeil. Voilà, glisser une pierre de lune sur sa table de chevet ou sous son oreiller, eh bien ça permettrait d'avoir un meilleur sommeil. Donc en somme, sur le plan physique, c'est vraiment une pierre de réharmonisation globale. Et sur le plan spirituel énergétique, c'est vraiment une pierre qui va être très utile pour éveiller sa clairvoyance. Donc on va pouvoir poser une pierre de lune au niveau de son chakra du troisième œil pour avoir des visions intérieures, pour favoriser aussi tout ce qui est rêve lucide, pour pouvoir les interpréter. Et on conseille d'ailleurs à ceux qui pratiquent les arts divinatoires de l'utiliser justement pour affiner leur clairvoyance. Voilà, et puis il y a encore d'autres effets sur le plan spirituel énergétique, mais je vais un petit peu le sauter, puis si vous voulez vraiment creuser, je vous donnerai évidemment le plan. Et justement, alors, pour avoir le plan, donc ton mail ? Oui, alors mon mail, c'est vera, V-E-R-A, radioantasia.fr. Voilà, mais oui, c'est ça. Mais voilà, tu as tout dit. Merci Isiliane. Voilà, merci Zilione de ton support. Alors, je vais juste vous parler aussi des usages pratiques. Alors, je vous ai déjà dit qu'au quotidien, vous pouvez utiliser la pierre de lune pour tout ce qui est sommeil et rêve. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vos méditations. Voilà, vous vous allongez, vous placez la pierre sur votre front, au niveau du 6e chakra, vous respirez calmement, vous laissez ces vibrations agir. Vous pouvez aussi l'utiliser lors de moments clés et rituels, typiquement lors des phases de nouvelle lune et de pleine lune, voilà, pour les méditations que vous mèneriez. Évidemment, l'usage le plus simple, c'est de la porter en bijou, en contact direct, donc la porter en bague, en pendentif, en bracelet. C'est une pierre qui est souvent montée sur de l'argent ou de l'or blanc, parce que ces tons froids vont vraiment mettre en valeur ces reflets chatoyants. Et c'est la meilleure manière aussi, parce que finalement, elle va pouvoir diffuser son énergie douce tout au long de la journée.
Également, si vous la portez en bague, notamment au niveau de la main réceptrice, donc c'est la gauche pour les droitiers, ça va vous permettre aussi de canaliser l'intuition dans chaque action quotidienne. Si vous la portez en pendentif près du chakra du cœur, ça va vous aider à favoriser tout ce qui est équilibre émotionnel. Et puis, eh bien, au niveau des associations énergétiques, on n'aura pas le temps, je suis désolée Vera, c'est vraiment embêtant. Mais demandez le PDF parce que tout est dedans. Et puis ça permet aussi aux enchanteurs de te contacter pour avoir l'intégralité du plan. Je rappelle au passage, le plan fait 13 pages. Voilà, bah c'est pour ça en fait que du coup on a un petit peu dévissé en termes de timing. En tous les cas, voilà, c'est une pierre. Si vous êtes Cancer, si vous êtes Poisson, et de manière surprenante si vous êtes Capricorne, parce que les Capricornes ils sont parfois un petit peu rigides, de nature un peu rationnelle, réservée. Eh bien, c'est une pierre qui leur permettra de se reconnecter à leurs émotions cachées. Voilà, donc les Cancers, les Poissons et les Capricornes, c'est une pierre tout à fait indiquée pour vous. Voilà. Alors comme Vera n'était pas avec nous le mois dernier, que c'était un podcast, ben là voilà, on rajoute un petit peu de temps, mais là c'est vrai qu'on est déjà hyper calé là, c'est 11h presque 10. On te fait plein de bisous ma très chère Vera. Mais oui, plein de bisous à tous et puis tous un beau dimanche. À toi aussi, on t'embrasse bien fort. Ciao, ciao. Ciao. Mes très chers enchanteurs, on va faire une toute petite pause musicale le temps que Samuel et Isilion viennent parmi nous. Et on se dit donc à tout de suite après, Spooky Nights. À tout de suite. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On reprend donc le live, quelques minutes, de folie avec cette petite musique sympathique donc, qui s'appelle Spooky Night. Alors j'ai avec moi Samuel. Coucou Samuel. Bonjour Alina. Ça va bien Samuel? Ben ça va. Oui. Ah mais à chaque fois tu as magie, l'ambiance, c'est là quoi, c'est magnifique. Et il y a Isilion aussi avec nous. Ouais, et à chaque fois il m'éclate les tympans. Ouais. Non mais tu sais c'est que du bonheur. À chaque fois moi je me dis waouh, c'est ma pêche de dynamique, tu vois. Non c'est magnifique. Alors Samuel, c'est ta chronique pour le petit Lenormand. Oui. Bah oui. Et tu vois, je commence à m'habituer. D'accord, c'est bien. Non mais moi je suis une vraie bille, je vous le dis, je suis un vrai boulet. Bref, donc tu vas nous parler vraiment d'un sujet, j'ai adoré. Alors il y a un passage dans ton plan, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est donc? Donc je me suis dit je veux pas trop lire le plan parce que je veux la surprise, mais dans son plan, Samuel nous parle du chemin et des nuages. Oui, c'est ça. Ce qu'on va faire, on va revoir ce qu'on a vu ensemble. Oui. Déjà. Donc on se rappelle, le petit Lenormand tient son nom d'une célèbre cartomancienne française célèbre qui est Mademoiselle Lenormand. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de son prénom? Et t'es là. Bon, alors ça commence mal. Est-ce que vous vous souvenez les enchanteurs sur le chat, le prénom de Mademoiselle Lenormand? Moi, ce que je me souviens, c'est que je faisais mes guidances dans le même esprit que le petit Lenormand sans le savoir. Alors ça, c'est resté. Donc, elle s'appelait Marianne Adélaïde Lenormand. Ah oui, mais attends, c'était donc, hyper long. T'inquiète pas, j'ai d'autres questions qui vous attendent. Donc, de son vivant, elle n'a jamais créé de jeu. Donc, c'est après sa mort en 1843 qu'on a repris un ancien jeu qui a été créé en 1799 qui s'appelait le jeu de l'espoir. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la popularité du petit Lenormand va s'inscrire dans un contexte assez particulier, dans une époque qui est marquée par un profond intérêt pour le mysticisme et le spiritisme et la recherche de sens. Est-ce que vous me suivez dans cette histoire ? Bien sûr. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le jeu du petit Lenormand va avoir des répercussions aussi bien en France qu'au Brésil. Mais on va revenir aux origines de ce qui se passe au milieu du 19e siècle, donc au moment du décès de Mademoiselle Lenormand. Donc au milieu du 19e siècle, il y a de profonds bouleversements qui vont débuter. Donc la révolution industrielle, avec l'émergence d'une classe ouvrière, l'urbanisation et l'industrialisation des jeux de cartes.
Donc maintenant, les jeux de cartes vont être faits de plus en plus, en fait. De là va se rajouter de nombreuses découvertes scientifiques qui, du coup, vont ébranler la notion de religieux et de scientifique, en fait. Et donc, c'est un peu l'idée de recréer un sens entre la science et la spiritualité que va naître le spiritisme, en fait. Donc, petite précision, donc le spiritisme, c'est la communication entre les morts et les vivants à travers plusieurs pratiques. Donc, on connaît les tables tournantes, l'écriture automatique, puis peu à peu, la cartomancie va rentrer dans cette idée-là. Et donc en France, c'est Allan Kardec qui va jouer un rôle précurseur dans le spiritisme, puisqu'il va publier en 1857 le livre des esprits et le livre des médiums par la suite, deux ouvrages fondamentaux de ce courant. Donc à travers ses écrits, il va développer donc la communication avec les médiums, la notion de médiumnité ou de capacité naturelle pour tout le monde, et le lien indissociable entre vie, mort et renaissance qu'on retrouvera sur sa tombe, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Ce qui est marrant, c'est que Allan Kardec est enterré au Père-Lachaise, à quelques mètres de la tombe de Mademoiselle Lenormand. Et donc, dans cette notion de spiritisme ou de cette notion de démocratiser les capacités médiumniques et de voyance qui sont souvent, qui étaient réservées à une élite plutôt masculine, en fait, le petit Léonard, va commencer à se mettre en place ce qu'on appelle la cartomancie des salons. C'est-à-dire une sorte d'art divinatoire convivial. On se retrouve autour d'une tasse de thé et on tire les cartes. Et donc l'éditeur français Grimaud va participer à cette popularité en créant la Sibylle des salons. Donc la notion de Sibylle, c'est lié aux anciennes prêtresses grecques qui étaient capables de prédire l'avenir, et retravailler le petit Lenormand, en fait. Donc comme on l'avait vu ensemble, les illustrations vont être plus contemporaines, et vous allez voir que sur ce jeu va apparaître des petits quatrains, en fait. C'est vraiment la particularité de ce jeu qui fait quelque chose d'unique par rapport à tous les jeux du Lenormand. L'idée, c'était d'offrir une explication symbolique de chaque carte et d'aider le praticien dans l'interprétation du tirage. Et du coup, c'est ce qu'on va voir à travers la carte du chemin, en fait. Donc, alors, la carte du chemin, c'est la carte numéro 22. Donc dans le jeu de cartes, qu'est-ce qu'on voit? C'est que on voit la notion de deux chemins qui se présentent. On va plutôt parler de carrefour, en fait, puisqu'on voit un poteau au milieu qui va guider vers deux chemins. Derrière, on va voir une sorte de lac ou de rivière. Et de l'autre côté, on voit un chemin qui a tendance à monter, en fait. Vous la voyez, la carte ou pas? Donc, la notion de chemin, en fait, c'est vraiment quand on voit cela, on suppose qu'il y a un choix, une orientation à faire, mais aussi une notion de libre arbitre, voire peut-être de mission de vie. Et ce qu'on lit sur le quatrain aussi, c'est chemin près de nuages, de malheur le présage. Espère si ces cartes et la tienne s'écarte. Donc on voit que dans la carte du chemin, on va parler des nuages, en fait, à ce niveau-là. Et donc on va revenir sur la carte des nuages, qui est la carte numéro 6. Alors, ce qui est marrant avec dans ce jeu du Lenormand, c'est qu'on va avoir une sorte de côte assez granitique où on voit la mer un petit peu déchaînée. Et pourtant, c'est la carte des nuages qui est représentée. Fait un petit peu intéressant par rapport à la carte des nuages, c'est que d'un côté, on voit les nuages et de l'autre côté, on voit l'éclaircie, c'est-à-dire on voit le soleil. Et donc, sur le quatrain que vous pouvez voir sur la carte des nuages, on a le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclaircie,
parle d'heureuse vie. Et donc, en fait, à travers la carte des nuages, on comprend que y a une idée de confusion, d'incertitude, de quelque chose qui est passager. On est un peu dans le brouillard. On est un peu dans la confusion la plus totale. Et ce qui est intéressant, et donc c'est le principe même de ce jeu, c'est que finalement, chaque carte a sa signification, mais elles ont chacune une influence finalement. Parce que si dans un tirage, nous avons la carte du chemin et des nuages qui sont juste à côté, on peut deviner qu'il y a un choix à faire, mais que ce choix, il n'est pas forcément pour le moment. C'est on est un peu dans le brouillard. Donc ça c'est la carte du chemin. Quand on entend dans la suite la tienne, en fait, elle fait référence à la carte du consultant ou de la consultante, parce que c'est un peu cette particularité dans le petit Lenormand et dans de nombreux oracles, c'est d'avoir la particularité d'avoir une carte de l'homme et une carte de la femme qui représente le consultant en lui-même. Donc on a vu à travers le petit Lenormand qu'il y a cette notion de pédagogie et d'explication pour faciliter à chacun pour la compréhension ou pour les gens qui débutent dans ce jeu. Donc là, je vous ai parlé du côté français, mais je vais vous parler du côté brésilien, puisque le mouvement spirit s'est très développé au Brésil. Et le petit Lenormand a lui aussi eu une certaine transformation. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle le jeu du petit Lenormand au Brésil? Winch, winch, winch. Non mais Alina, sérieux. Winch, winchers. Non mais... C'est bien de poser des questions. Hein. Je sais plus. En plus, je crois que tu l'as dit le mois dernier. C'est ça, je l'ai dit, c'est pour ça. Ça s'appelle le Baralho Cigano. Non, mais attends, c'est trop compliqué pour qu'on s'en souvienne. Mais j'étais pas loin. On va aller bien loin. C'est-à-dire que si vous cherchez des ouvrages sur le petit Lenormand au brésilien, il vaut mieux chercher Baralho Cigano. On vous dira que c'est le normand que de chercher le petit Lenormand, en fait. Et donc, avec cette notion de spiritualité et de ça, certaines cartes, et c'est notamment la carte de la croix, qui aura une résonance complètement différente. Donc, la croix, c'est la carte numéro 36. Elle représente en fait une croix assez sobre en fait dans le jeu du petit Lenormand. C'est une croix en or qui est incrustée de pierres précieuses. Et dans la signification dans le quatrain, on a la croix est précurseur de tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement. Donc on peut comprendre que quand on tombe sur la croix dans un tirage, on se retrouve dans une situation où on est dans une épreuve, dans la douleur, dans le fait de porter sa croix en fait, donc de subir. Mais finalement au Brésil, il y a aussi cette signification que l'on revoit un petit peu dans le Lenormand, c'est cette notion d'espoir. Cette notion de foi, de karma et de transformation spirituelle. Donc cette notion de naissance, mort et renaissance, c'est-à-dire qu'on vit dans le chagrin, mais il faut être capable de faire le deuil pour pouvoir renaître en fait, finalement. D'accord. Donc on est un petit peu la résonance, elle n'est pas la même parce que autant la carte de la croix en France, elle est perçue comme quelque chose de négatif, mais autant dans le jeu au Brésil, elle est perçue comme carte positive en fait, plutôt dans la notion d'élévation ou vraiment de spiritualité. Et donc, pour terminer, en fait, le petit Lenormand, il a évolué au fil du temps et des cultures, puisqu'on a vu, hein, ça n'a fait que évoluer d'une France plutôt assez rationnelle au Brésil plutôt mystique qui s'est nourri de toutes ces croyances, en fait. Et cette évolution, elle va continuer à se poursuivre dans les années 2000, où de nombreux artistes contemporains se sont intéressés à ce jeu
et ils ont contribué à le réinventer en fait. Et c'est ce que je vais vous présenter lors de la prochaine chronique. Je vais vous parler d'un jeu qui a été créé par Ciro Marchetti, qui s'appelle le Guild Lenormand, qui va un petit peu lui aussi transformer ce jeu. Voilou. Eh ben, dis donc, chapeau, melon et bottes de cuir, hein, moi je vous le dis. Hein. Ah bah voilà. Donc c'est pas un jeu qui reste figé dans le temps comme on peut le voir. Il a vraiment été transformé par toutes ces cultures en fait. D'accord. Alors on entend des petits doutes, mais en fait c'est normal parce que vous êtes connecté au chat, donc on entend les petits messages. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses sur le chat, hein, mes enchanteurs. Venez. Mais j'ai essayé de mettre les images, mais j'y arrivais pas donc. J'en ai mis une hein, sur le reste. Non mais de toute façon vous prenez le plan, bien évidemment de Samuel. Le plan fait 6 pages, vraiment décortiqué, hein, bien évidemment. 8 hein. Ouais, j'en ai rajouté. Ah ben moi j'ai pas la bonne version alors. Ouais, parce que je l'ai retravaillé en. Ouais, moi je vous l'avouerai moi. J'en ai informé Isilie en disant ah là là attends, j'ai tout refait. Alina, si tu veux le plan, tu me le demandes à isilion@radioantasia.fr. Non, c'est une blague. Vous me faites du fake là, c'est pas possible. Non, si, le plan corrigé fait 8 pages. D'accord, je veux bien. Je te l'envoie. C'est adorable. Non mais là j'adore. Oui, donc. Ça y est, je suis perturbée, je sais plus comment rebondir, c'est le live. En même temps, on t'avait dit, hein, tu prends un méga risque en nous prenant tous les deux en même temps. Non mais... voilà. Ne t'inquiétez pas, j'ai vécu des choses de ouf en live, hein, donc ça va, j'assume. Mais oui, c'est passionnant, mon très cher Samuel. Mais bah merci. Hein. Vraiment. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans la manière dont tu abordes les choses, dans ton plan, que j'ai de 6 pages... Je sais pas ce que tu as rajouté. Non, mais le plan reste le même en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plan, je vous ai décrit un petit peu la carte du chemin et la carte des nuages et les différentes interprétations que l'on peut avoir en fait. Donc, aussi bien sur le plan sentimental, professionnel, spirituel. Donc, j'en ai pas parlé au cours de la chronique, mais j'ai vraiment rajouté cela sur quand vous débutez, à quoi ça peut correspondre. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres versions de cette lame, de la lame du chemin. Elle est aussi OK ou c'est vraiment que celle-ci? C'est où que tu as vu la carte du chemin Alors, attends, hop, que je remonte. Kekio, c'est le chemin. Oui, c'est pareil, c'est Dondorf Frankfurt. Associé à la lame du carreau, dame de carreau. Oui. Est-ce que tu vois sur le chat si tu remontes? Non, je le vois pas sur le chat, mais je pense que l'image, tu peux nous la décrire cette image s'il te plaît pour que je puisse. Alors et nous que avons Jekyll, sur la Robert, gauche... non mais ça va bien, ouais. Non mais bon. Non mais attends, il y a Robert qui vient de nous appeler, Ekel et Jekyll. Ah, c'est pas vrai. D'accord. Rick'n'Roll. Alina, Henkel et Jekyll. Yeah. Alors, donc, comment est cette carte? Alors, on a la dame de carreau au centre. Oui. Voilà. Avec le nombre 22, qui est un nombre maître, hein, mes très chers enchanteurs, ne l'oubliez pas. Avec un petit tampon Dondorf Frankfurt. Ouais. En bas, on a effectivement une reliance avec l'image de base que tu nous as transmis sur cette lame, avec une grosse pierre au milieu, la croix sur la droite, des petits oiseaux qui s'envolent. Je crois pas qu'on l'a sur ta lame, les petits oiseaux qui s'envolent. Non. C'est un peu chargé quand même. Ah bah tu l'as vu Ah bah voilà, tu me dis de la décrire, mais tu la vois. Mais non, je la vois pas. Non mais c'est quoi ce conique? Ça aussi, il faut garder l'Onaya. Alors, il me demande de la décrire, mais en fait, il la voit, quoi. Non, mais rock'n'roll. Mais non, je la vois pas. Bah, comment tu sais qu'il y a des petits oiseaux qui s'envolent?
Bah parce que tu viens de me décrire qu'il y a des petits oiseaux qui s'envolent, donc je te dis, ça fait un peu chargé la carte du chemin en Je fait. sais pas pourquoi, la manière dont tu l'as dit, on a l'impression que tu regardais les petits oiseaux qui s'envolaient, quoi. Ah non, Je te mais jure. peut-être que je regarde dehors en fait, les petits oiseaux qui s'envolent, mais... J'adore. Oui, donc voilà, en gros, puis t'as une grosse pierre au centre avec une petite pierre à droite, une toute petite pierre au milieu, des arbres. Voilà, ça représente un petit peu, va-t-on dire, ta lame, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent quand même. Il y a quand même cette notion de chemin qui se bifurque dans ton image, je pense. Je l'ai remise pour que tu la vois. Ah voilà, ah bah voilà, je la vois mieux. Ah bah Ok. voilà, mais oui, parce qu'il fallait remonter dans le chat. Ah bah excuse-moi, je remonte pas. Ok, donc ça c'est un vieux. Voilà. Donc on revoit un petit peu l'idée où vraiment la carte de la dame est vraiment mise en avant, mais on voit bien qu'il y a un poteau au milieu, comme je l'ai pu le décrire, où tu as deux directions. Donc on retrouve un petit peu ces deux chemins qui se présentent. Ah, c'est un poteau parce que je croyais que c'était une croix, moi. Non, c'est un poteau avec deux directions en fait. Il y a des noms inscrits dedans, Aline. Mais j'y vois pas, là. Donc là, tu vois oui, d'accord, les petits oiseaux qui s'envolent. Donc ça sous-entend, voilà, c'est ce que je disais. On voit la rivière et le lac qui mènent vers un autre chemin. Donc on retrouve un petit peu la même forme en fait, la même idée et vraiment la même construction par rapport au petit Lenormand français. D'accord, donc ça, c'est pas français du tout. Je pense que là, c'est pas français. Je pense que Francfort, ça doit être plutôt allemand, Allemagne, je suppose. C'est un jeu, mais je pense que les éditions Grimaud ont dû aussi s'inspirer de ce jeu pour en tout cas pour le moderniser et pour le rendre un peu plus côté image ou côté tableau en fait. On a vraiment l'idée de tableau. Il y a Mimi qui nous dit sur les chats, oh là là, si Alina, elle parle des oiseaux de la carte, on n'est pas fini. C'est vrai, en fait, moi, dès que je vois des petits oiseaux, je suis foutue, les amis, je suis foutue. Mais... T'as oublié les papillons. Oui, mais il y en a quand même moins sur les lames des papillons, quand même, non? Oui. Ouais. Hein? Mais il y a bien une lame des oiseaux en fait dans le petit c'est vrai. Normand. T'as pas les papillons, mais t'as l'âme des oiseaux. Mais c'est génial. Mm. Ah là là, ça promet du bouillon pour la suite. Hein. Ah bah plus que du bouillon, hein, je pense. Hein. C'est plutôt un potage. Hein. Ah mais carrément. Et tu sais que ça me fait plaisir que quelqu'un me suive dans mes délires quand même. Ça me fait plaisir, vraiment. Bref, alors, tu avais terminé, mon très cher Samuel? Moi, j'ai terminé. Je laisse ma place à Isilyon. D'accord. Waouh. C'était beau. Hein. Donc, n'hésitez pas à contacter Isilyon si vous voulez avoir le plan de Samuel. Sinon, vous donnez un petit don sur notre compte Tipeee et vous avez accès à l'intégralité de toutes nos émissions, les plans. Notamment, j'ai fait les PDF de notre très cher Torque et de ses recettes culinaires. Donc, vous aurez accès aussi au OnRive. Donc, vous aurez les plans PDF donc, de Torque également. Donc, c'est parti pour la chronique essentielle d'Isilyon. Et oui, c'est mon tour, donc je vais ramener un petit peu de sérieux dans cette émission. Oh, c'était sérieux, Isilyon. Non. Depuis quand t'es sérieux? Oui, en plus. Je contrebalance parce que franchement, tous les deux là, mais c'est pas possible. Voilà, que tu veux que je te dise, c'est la bonne humeur, c'est l'ambiance. C'est quoi l'expression? On s'ambiance, voilà. On s'ambiance. D'accord. Voilà. Ok. Moi, puisque tu parlais de bouillon, je vais te parler d'une herbe à bouillon, hein, pour le coup. Hein. Oui, et puis alors en plus, t'as fait un sac mojo. Ouais. Il est juste dingue. Merci. Non, vraiment, en positif, hein, les amis, en positif. C'est un super truc. Oui, c'était rapide, hein, bien sûr, Samuel. C'est vrai. C'était rapide, Samuel. Mais comme on dit... Hein, c'est pour laisser de la place à Isilyon. T'as remarqué, Samuel, que j'ai rien dit quand on a dit c'était rapide. Bon, nous sommes en heure de grande écoute, n'est-ce pas? Donc, allons-y, next. Prêt pour la chronique d'Isilyon. Alors, donc, moi, je vais vous parler du thym, en fait. Alors, tout à l'heure, tu as dit en intro que le thym à linalol, tu connaissais pas. Ouais, en fait, c'est linalol que je connais pas.
Ouais, mais si, tu connais en fait. Tu connais et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc le thym à linalol, en fait c'est du thym. C'est du thym Thymus vulgaris avec le chémotype linalol. Est-ce que tu te rappelles, Alina, ce que c'est qu'un chémotype? J'avais fait tout un topo sur. En fait, vous sur faites le exprès ce chémotype. matin, en fait. Vous êtes en train de me tester, c'est ça? Mais pas du tout. Mais si. Pas du tout. Bah écoute, oui, je m'en souviens. C'est trop merveilleux. Je suis trop badass. Je me souviens vraiment de ce qu'est Titi Timp. Carrément. Mais oui, carrément. Est-ce que tu te rappelles même qu'on avait eu un petit débat, dispute gentille avec Yabi parce qu'elle disait chémotype? Non. Non. Bon. Bah voilà, l'information qui sert à rien, mais c'est pas grave. Donc voilà, le chémotype, je vais vous en parler tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que ce truc, le chémotype. Donc en fait, d'abord je vais vous parler du thym. Le thym, donc c'est la plante que vous connaissez tous, hein, et on dit le thym des jardins aussi, ou le pot, le farigoule et la farigoulette, ça c'est chez moi, et la mignotise, et ça c'est à Genève. On l'appelle comme ça. En anglais, thyme, voilà. Rien de bien exceptionnel. Pourquoi je donne les noms en anglais maintenant? Puisqu'on a quand même en littérature réseau beaucoup d'ouvrages en anglais, et parfois c'est intéressant de connaître le nom des plantes en anglais. Alors juste, je voudrais te demander un truc, Iséliane. T'as dit Dis-moi. potin, flarnigoulette. Thym des jardins. Oui. Pot. Pot. Le pot. Ouais, le pot. La farigoule ou la Ah oui, ça y est, je le farigoulette. vois. Mignotise, pot, farigoule. Ouais. D'accord. Et Ça, alors, c'est des noms associés au thym. C'est les noms vernaculaires. C'est comme ça qu'on peut l'appeler selon les régions. D'accord. Donc la farigoule et la farigoulette, ça va plutôt être chez moi, en fait. On va pas faire. C'est de moins en moins, hein, c'est de l'occitan. Et pourquoi il n'est pas sur le plan farigoulette? Si, après mignotise. Mignotise. Ah oui. Ah oui. Ok. Voilà. Et mignotise, c'est plutôt en Suisse. D'accord. Il y a aussi Tim. Thyme. Time. Thyme. Thyme. Time. Et- Oh, le time. Non, thyme. TH. Thyme. C'est en Time. anglais. Ok. Ça se dit pas thyme plutôt? Thyme, c'est ce que je viens de dire. Bah, Thyme. Ouais, mais Avec le tu vois, sur la langue. Thyme. Bon, en tout cas, le terme thym, il apparaît en français pour la première fois au XIIIe siècle. Mhm. Donc, il faut savoir que dans le fameux capitulaire comment il s'appelle? De Charlemagne, il y était, mais on l'appelait thymus, tout simplement. Donc, ça vient du grec thumos, qui désigne le Tibra capitata. En fait, c'est l'espèce de thym qui poussait dans l'Antiquité. Le Thymus vulgaris, c'est un croisement. Et dans mes recherches, j'ai trouvé que thumos, en grec, ça signifie principe de vie, siège spirituel et personnel des sentiments. Donc c'est plutôt intéressant. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et que thumon, c'est le génitif de thumos, ça veut dire esprit ou chose dont s'élèvent des vapeurs. Là aussi, c'est plutôt rigolo quand on voit la plante. On est complètement dans le thème en plus avec Samhain, hein, les esprits et tout et tout. En fait, la chronique essentielle de cette année est basée sur les saisons. Ouais. D'accord. Donc à chaque fois, je vous propose une huile essentielle qui est utile pour la saison qui arrive. Ok, Aline, va dehors. Robert, ça va se payer. Donc dans la mythologie, on dit que le thym est né des larmes de la belle Hélène, la reine de Sparte, qui a été enlevée par Paris et qui a déclenché la guerre de Troie. Vous connaissez tout ça par cœur. Et la belle Hélène, je vais être hyper politiquement pas incorrect là. La belle Hélène, après avoir passé 10 ans avec le BG Paris et être partie soi-disant envoûtée par Aphrodite, quand elle a retrouvé son mari, elle a pleuré, la pauvre choupinette, parce que sur sa fidélité perdue, et elle était très contente de retrouver Ménélas.
Donc, il y a du thym qui est apparu. Il n'y a pas du foutage de gueule, là, un peu, quand même? Bref. On repart en arrière sur le thym. Donc, c'est un petit arbrisseau vivace, touffu. Je pense que vous le connaissez tous, hein, le thym. Hein. Petite tige ronde et dure, un peu comme du bois, avec des toutes petites feuilles ovales et lancéolées, qui fleurit au printemps jusqu'au début de l'été, avec des toutes petites fleurs, toutes mignonnes, blanches ou roses. Et le thym à linalol, lui, en fait, il est plus ramassé, plus touffu et ramassé, parce que il est plus compact. Et on va voir pourquoi. Donc c'est là que je reviens à mon chémotype, pardon. Le chémotype, en fait, c'est un peu comme le vin. En fait, la plante, quelle que soit son origine, en fonction du terroir sur lequel elle va pousser, elle va développer certaines molécules plus que d'autres. Donc, par exemple, un climat chaud et sec va favoriser la production de phénol, donc le thymol dans le cas du thym. Alors qu'un climat doux et plus humide, ça va produire du linalol ou du géraniol. Vous savez, cette odeur de fleurs, en fait. Un soc calcaire va favoriser le thymol, alors que s'il est léger, le linalol aussi. Et après, il y a un autre paramètre, c'est le moment de la récolte. Si on va récolter la plante avant qu'elle fleurisse, elle va être plus chargée en alcool. Si on est en pleine floraison, on va être plutôt pas mal. Et après la floraison, ça va être les phénols qui vont s'exprimer plus. Donc c'est ça le chémotype. Donc le thym à linalol, c'est juste un thym qui a poussé sur un terroir particulier et qui a développé une molécule particulière. Mais ça reste du thym. C'est très intéressant. Voilà. En plus, pour moi, ça va être facile à retenir. Tu sais pourquoi? Vas-y. Alors, alinalol, Alina est de le côté lol. Donc, ouais. T'as vu, joli. Hein? Ouais, moi, je suis très douée visuellement, tu vois. Donc, il faut que j'ai des trucs comme ça. Alors, c'est bien que tu le retiennes parce que le thym à linalol, c'est l'huile essentielle de thym la plus facile d'utilisation. C'est pour ça que j'ai choisi. D'accord. Donc voilà, si on n'arrive pas à se souvenir de certains mots, on peut faire des corrélations avec des mots qu'on connaissait déjà. C'est ça, tout à fait. Donc, on a un bon rendement sur le thym à linalol. Il faut à peu près, pour 100 kg de plantes, on va obtenir entre 1 livre et 1,5 kg d'huile essentielle. C'est vraiment pas mal, c'est un des champions. Hein. Il est pas mal. Bon, il bat pas la lavande, hein, évidemment, mais c'est quand même chouette. Alors, l'huile essentielle de thym, elle est antibactérienne au taquet. C'est le linalol qui fait ça. Elle va agir sur plein de germes, les Escherichia coli, les staphylocoques dorés, les basileus, la listeria. Vraiment, c'est un champion pour ça. C'est un antiviral, sans blague, contre quasiment tous les virus. Un antifongique, évidemment, particulièrement sur le Candida albicans, celui qui nous embête le plus à nous les humains. Et c'est aussi un excellent parasitaire et vermifuge. Le ténia, l'ascaris, les oxyures, les poux, ils n'aiment pas ça du tout. Si vous regardez bien dans la nature, y a assez peu d'insectes autour d'un plant de thym. Ils les aiment pas en fait. Ils n'aiment pas ça du tout. Et c'est aussi un neurotonique. Et c'est un tonique psychique. Donc l'utilisation, je vous ai dit que c'était la plus facile. Effectivement, elle peut être utilisée par tout le monde, sauf les femmes enceintes de moins de 3 mois et les bébés de moins de 3 mois. Mais ça, je connais pas d'huile essentielle qui peut être utilisée pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et les bébés. J'en vois pas en fait. C'est la plus douce et celle qu'on peut utiliser en massage. Les autres chémotypes, ils vont être agressifs, voire même ils peuvent provoquer des brûlures dans le cas du tujanol par exemple. Faut faire très attention. Le linalol, vous pouvez y aller sans problème. Donc on peut même l'utiliser chez les enfants. Vous savez que j'aime pas trop ça, l'utilisation d'huile essentielle chez les enfants, mais vous pouvez. Comme d'habitude, je ne suis pas médecin.
Ne prenez pas tout ce que je vous dis comme étant une vérité ou un diagnostic, quel qu'il soit. Consultez un médecin si vous avez un problème, avant toute chose. Hein. On peut l'utiliser en inhalation, en diffusion, en voie orale et en voie cutanée. Pour moi, c'est un indispensable de la pharmacie domestique. Tout le monde peut avoir du thym à linalol à la maison. C'est vraiment un antibactérien efficace. Hein. Dans un petit spray pour nettoyer la salle de bain, c'est redoutable. Comme toujours, à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des enfants. Passons aux propriétés magiques. Je suis allé un peu vite parce que je vous ai proposé 2 recettes et je voudrais vraiment vous les donner. Donc, il est féminin, lié à Vénus et rattaché au cancer. Pas du tout fait exprès avec Vera, mais c'était rigolo. Les éléments, il est comme toi, Lina, eau et air. D'où Alina LOL. Peut-être que c'est ta plante aussi. Je sais pas, faut que tu vois. On s'en sert pour purifier les espaces et les personnes, hein, en fumigation, en spray, comme je vous l'ai dit, un petit peu de vinaigre, 3 gouttes de thym à linalol et hop, on y va. Donc c'est pas mal. Il est utilisé pour la protection, le sommeil, une petite branche de thym sous l'oreiller. Il paraît que ça marche. Je suis pas très fan quand même parce que l'odeur du thym pour le sommeil, bon, pourquoi pas. Mais surtout, le courage. Et c'est ce que je vais développer tout à l'heure. Alors, le thym, c'est un puissant antiseptique, un antiviral, antimicrobien, antibactérien. Je me répète, mais en fait, c'est vraiment... tout à l'heure, il y a quelqu'un sur le chat, c'est Clandula, qui me parlait de la théorie des signatures. Ben voilà, on y est. Hein. C'est ça. Ce que fait la plante, en ESO, ça va faire pareil. ESO aroma. Hein. Là, c'est plutôt de l'aroma. Je vais vous donner une recette alors familiale. Ouais, mais en fait, elle est méga connue, elle est dans pas mal de familles. C'est pas vraiment un secret, il y a des trends qui ressortent sur tous les réseaux sociaux à peu près maintenant, là, sur cette recette. Et moi, je la fais, ma grand-mère la faisait, toujours eu à la maison. Et nous, on appelle ça la potion. Voilà. La potion, tout simplement. Quand j'en prépare toujours plusieurs pots et j'en garde toujours un pour donner à mes collègues, à des copains qui arrivent avec le nez bien pris et compagnie. Je leur dis tiens, prends ça. J'ai toujours un pot d'avance en fait. Alors, comment on fait ? Il faut un pot de miel de thym. N'importe quel miel fait affaire, hein. Mais le miel de thym, c'est le plus efficace. D'ailleurs, c'est les Romains qui mettaient leurs ruches dans les champs de thym pour pouvoir récolter ce miel de thym pour la même utilisation que ce que je vais vous dire. Une racine de gingembre d'à peu près 5 cm pour un pot. Un citron non traité et une branche séchée de thym si vous prenez pas du miel de thym. Bon. Mais si vous prenez du miel de thym, la branche de thym, elle n'est pas nécessaire. Vous coupez le citron en lamelles en gardant la peau, c'est hyper important. Vous pelez le gingembre. Si vous utilisez un gingembre bio et pas irradié, vous n'avez pas besoin de le peler, sinon vous le pelez. Pour peler le gingembre, n'utilisez pas l'économe. Hein. Une petite cuillère, vous passez la petite cuillère sur le gingembre, vous allez voir, la peau elle va partir toute seule. Au fond d'un pot à confiture, vous mettez votre branche de thym, puis une lamelle de citron, puis une lamelle de gingembre, puis une lamelle de citron, puis une lamelle de gingembre, et ainsi de suite jusqu'à remplir le pot. Après, vous versez le miel dans le pot, vous fermez, vous retournez le pot, vous le mettez au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain, vous pouvez vous en servir, la potion est prête. Donc le miel va devenir très liquide, c'est tout à fait normal. C'est le citron et le gingembre qui vont faire perdre de l'eau un petit peu, qui sont attaqués par le sucre du miel, et ça va se mélanger, et c'est ça qu'on veut. Et donc, vous allez utiliser 3 cuillères à soupe le matin
de cette potion dans un mug d'eau très chaude dès que vous ressentez un petit coup de froid. Et ça, vous faites ça pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, il n'y a plus rien. Rien du tout. Vous pouvez aussi, c'est ce que je fais moi, je me prépare un thermos avec cette boisson. Donc je mets 6 cuillères à soupe dans ma gourde d'un demi-litre de l'eau chaude et je vais boire ça tout au long de la journée. Ça aide bien en fait. Donc ça va booster les défenses immunitaires. Et donc du coup, ça va vous soigner votre petit début d'état grippal et surtout, ça va vous éviter de retomber malade. Donc c'est plutôt chouette. Donc là, on passe côté pratique pure. Donc tu as teasé un petit peu tout le monde avec un sac Mojo. Donc oui, je vous ai créé un petit sac Mojo. Donc les Grecs anciens, ils brûlaient du thym dans les temples et elle était associée aux divinités martiales comme Zeus, Arès, Poséidon, Athéna. Le thym, en fait, était supposé apporter du courage. Cette tradition, elle va durer jusqu'au Moyen-Âge, et particulièrement en Angleterre, où les guerriers portaient sur leur armure quelques petites branches de thym avant de partir au combat. Donc du coup, ça m'a donné l'idée d'un petit sachet pour vous soutenir dans une épreuve ou vous regonfler dans un cas de doute. Donc dans l'entrée de la période sombre, c'est souvent ce qui peut nous arriver. Et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir cette petite recette maintenant. Donc pour ça, vous avez besoin d'un petit sac en coton ou en lin rouge. Il faut que ce soit rouge, hein, c'est important, et que le tissu soit du tissu le plus naturel possible. Parce que vous allez le porter sur vous assez souvent, donc on va éviter tout ce qui est synthétique. Il vous faut 3. Je peux te poser une question? Quand tu dis il faut du rouge, c'est important, c'est parce que c'est l'association de la couleur qui. Oui. On est d'accord. Oui. C'est en fait c'est un sac martien. Mm. Donc on a besoin de rouge, en fait, la couleur de Mars. D'accord. Donc 3 feuilles de laurier. 3 feuilles de laurier pour la victoire. 3 pour la Trinité. Du romarin pour clarifier les pensées. Du thym pour le courage. Un petit morceau de racine d'angélique, très important. Et ça, c'est pour l'ancrage. Pour ceux qui le veulent, c'est complètement facultatif. On peut rajouter aussi une petite perle ou un éclat d'œil de tigre ou de cornaline. On peut ne pas le mettre. Une petite cordelette de coton ou de lin rouge ou de laine, mais de laine pure, hein, attention, rouge aussi. De l'huile essentielle de thym à linalol, de l'huile essentielle de romarin à cinéole, de l'alcool à 40%, vodka, gin, tequila, rhum, ce que vous voulez, ou de l'alcool à parfumerie, mais c'est un peu dommage. Il vous en faut pas beaucoup de toute façon. Et un petit flacon pulvérisateur type, vous savez, ces petits flacons d'échantillons de parfum. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup, 1-2 millilitres, pas plus. Donc, un dimanche ou un mardi, en lune montante, c'est important, hein, vous allez attirer, vous ne voulez pas repousser, vous voulez vous attirer. Donc, il faut que la lune soit montante. Si vous utilisez les heures planétaires, vous pouvez renforcer les énergies en fonction de vos besoins. Donc, une heure de Vénus, si vous avez besoin de courage pour déclarer votre amour, par exemple. En heure de Mercure, si vous devez prendre la parole en public ou si vous devez convaincre quelqu'un. Jupiter, si vous avez besoin d'imposer votre autorité ou si là aussi vous avez besoin de convaincre quelqu'un, d'obtenir un prêt, enfin, des choses comme ça. Bon, après ça, je vous laisse faire. Si vous utilisez les heures planétaires, vous savez très bien comment utiliser les planètes. Je ne vais pas développer. Vous allez purifier votre espace de travail avec un encens à base de thym séché et c'est tout. Juste du thym. Donc la fumée de thym va rappeler cette pratique ancestrale. Hein. Vous allez poser tous les éléments devant vous, sur vos feuilles de laurier. Les feuilles de laurier,
je vous conseille de les prendre fraîches. Si vous avez un laurier chez vous, laurier sauce, évidemment. Parce que pour écrire dessus, ça va être plus facile. Parce qu'avec un stylo à feutre indélébile, vous savez, ces stylos avec lesquels on écrivait sur les CD, c'est beaucoup plus pratique. Vous allez écrire votre intention sur une des feuilles. Vous pouvez dépasser sur 2-3 feuilles. Vous avez 3 feuilles. Et vous allez mettre les ingrédients au fur et à mesure dans le sac en affirmant à chaque fois l'intention que vous mettez sur votre plante. Donc par exemple, thym, donne-moi ton feu et ton courage. Laurier, ouvre-moi la voie du succès. Romarin, éclaire mon esprit. Angélique, rappelle-moi d'où je viens. C'est magnifique. Alors là, je vous ai fait la petite incantation. Vous pouvez faire la vôtre, évidemment. Non mais j'adore, hein. J'ai adoré quand j'ai découvert la recette. T'as vraiment une plume, comme Lunaya, pareil. Merci. Bah, c'est à force de la fréquenter, ça. Je me doute pas. Là, vous mettez la pierre dans le sachet et vous fermez le sachet en faisant 5 tours. Vous vous rappelez, il y a une chanson d'Alina qui dit tourne, tourne, tourne. Voilà. Oui. Là, c'est 5. Pourquoi tours 5 avec la vis. Ah, pourquoi 5? Ah. Question. Samuel, pourquoi 5? Je ne sais pas. Oh. J'ai une question juste parce que tout à l'heure tu parlais de la théorie des signatures, Isilionne. Moi j'ai quand même posé la question sur le chat à Clan du Lac et en fait la question que je me posais c'est en fait est-ce que vous êtes nombreux à savoir la théorie de la signature? Parce que moi je l'appelais pas comme ça. T'as compris de suite, mais ouais. Ben, oui, enfin, en vrai, la théorie des signatures, c'est un peu la base de l'ESO, en fait. Ah mais enfin, alors je sais pas où t'as lu ça, parce que moi j'en ai aucun livre, j'ai entendu cette... Alors, t'as Paracels qui en parle. Ah. T'as qui aussi? Anselme de je sais plus quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Et Agrippa. Ah bon, mais je l'ai pas vu, Agrippa. Je crois qu'il y a c'est dans Agrippa. Ça me turlupine, mais vas-y, continuons. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais après, c'est un truc... Alors, peut-être qu'effectivement, il y en a d'autres qui l'appellent autrement. Tu sais, c'est le principe classique de la noix, c'est bon pour le cerveau, parce que ça ressemble à un cerveau, en fait. Oui, tout à fait. Mais ça, tu vois, on sait ça, en fait, que les plantes sont reliées à leur forme, etc. C'est pour ça qu'elles sont comme ça. Voilà, c'est ça. Mais nous, moi, quand j'ai débuté, on nous expliquait pas des mots savants, c'est pas un mot de savant, mais la théorie des signatures, quoi. Enfin, je sais pas. Les enchanteurs, dites-moi, mais si je suis à côté de la plaque. Samuel, tu connaissais la théorie des signatures, ce mot-là, cette phrase? Alors, ça me dit rien du tout. Enfin, ou alors peut-être que ça, rassure, j'ai pas. Enfin, je. Samuel, t'abuses, on en a parlé plein de fois. Mais tu vois, en fait, c'est pas des trucs qu'on retient forcément, même si on le lit sur un livre. Oui, mais on en a parlé tous les deux plein de fois. Sans doute. Non, mais il faut pas prendre comme ça, mon très cher Isilien. Mais je le prends pas mal. C'est juste que j'adore mon boulet, c'est tout. Merci. On est des boulets. Que veux-tu que je te dise? Mais moi, je suis sûre qu'on n'est pas les seuls. Voilà. 2 boulets, ça t'aura du mal à marcher. Ouais. Pour Halloween, c'est bien. Je vais faire le fantôme cette année. Donc, on a des enchanteurs qui ont répondu à ta question. Pourquoi le chiffre 5, ça signifie quoi? On voit changement. Alors, changement, 5 éléments. Non, c'est pas les 5 éléments, Ophélie. Guérison, Lunaya, et changement, tout à fait. C'est exactement ça. Et Robert, tu as aussi raison. Le pentacle, effectivement, les 5 voix. Et ben voilà, ils sont aussi doués. Hein. Et c'est aussi le chiffre qui est dédié à Mars. Eh ben voilà. Ouais. Ça, j'y avais pensé. Ouais. C'est 5, c'est le chiffre de la guérison. En fait, tu as la stabilité du 4 qui vient être perturbée par le 5, par le plus 1. Et du coup, c'est le changement. Et c'est le changement positif. Et le changement, c'est maintenant. Non, je rigole. Oh non, je t'en prie. Écoute, moi je garde des trucs comme ça en mémoire, hein, ou des dessins animés. Mais remarque si, vas-y, oui. Garde-le.
Donc la suite, donc le 5, Oui, donc parce on qu'il me comprend. reste que 3 minutes. Oui. Donc 5 tours. Et à chaque fois que tu fais un tour, tu vas prononcer cette petite phrase un peu comme un mantra: par le cœur et par ma flamme, que le courage anime mon âme. C'est beau, Donc, tu les vas le dire amis. 5 fois. Par le cœur et par ma flamme, que le courage anime mon âme. Et il est vraiment très poétique, Isilionne, je vous le dis. Hein. Je vais la mettre sur le chat parce que vraiment, c'est trop beau. Et demandez le plan, hein. Vraiment. À isilion@radioantasia.fr. T'es allé trop vite, Isilionne, t'es allé trop vite. isilion@radioantasia.fr. Oui. Je le marque sur le chat. Bah, moi aussi. Bon, vas-y, je te laisse faire. Puisque Lunayan ne le fait pas, je vais le faire moi-même. J'adore les balles perdues. Donc après, on ferme avec 5 nœuds, hein, toujours 5, hein, pareil. Et alors, on peut... Normalement, il est prêt. On peut aussi l'activer sur un saut de marche, pas de souci, si on veut. Et on va le garder sur soi, et surtout quand on a besoin de ce courage. Et quand on ressent que le courage nous manque, en fait, on va prendre notre petite brume qu'on aura préparée dans le petit vaporisateur. Donc 2 gouttes de chacune des huiles essentielles. Je le rappelle, thym à linalol et romarin à cinéole. On comble le petit vapeau avec l'alcool. Donc on garde ce petit vapeau pas très loin du sachet. Hop, on fait un petit pchit sur le sachet. Et quand on fait le petit pchit, on redit. On redit encore une fois: par le cœur et par ma flamme, que le courage anime mon âme. Et voilà. Et du coup, on réactive ce truc-là. C'est un sachet, ce sont 3 herbes qui sont très puissantes. Et on va... Enfin, les énergies de Mars, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc du coup, faut faire attention parce que ça peut être puissant. Donc on va le garder pas plus de 9 jours. Ce truc-là, et on va le détruire, surtout. Si on a besoin de plus, on va refaire un sachet. 9 jours, alors pourquoi 9 ? 9, c'est 4 plus 5, et c'est un cycle, en fait, en mojo. Voilà. Et donc on détruit le sachet, on peut le détruire par le feu, on peut le détruire par le compost aussi, hein. C'est pas un souci. On va excréter les pierres si on en a mis, ou alors on va les jeter dans une rivière pour qu'elles soient lavées. Voilà. Eh ben dis donc, quelle chronique, hein, les amis, quelle chronique. On apprend à chaque fois plein de choses grâce à vous, c'est juste merveilleux. Juste, j'ai pas fini, je vais les parfums très vite, hein, les parfums du commerce. Alors, le thym à linalol, c'est un aromatique, hein. Donc, en parfumerie, c'est super important les chémotypes, parce que les chémotypes, ils ont pas les mêmes odeurs. Forcément, c'est pas la même molécule. Donc, ça n'a pas la même odeur. Donc, le thym à linalol, ça va porter une note douce et florale. Donc, on va plutôt le mettre en tête. Le thym à thymol, lui, il va être fort et piquant. Donc, du coup, il va plutôt être en cœur. Le thym à thuyanol, il va être frais herbacé. Il va plutôt être en cœur lui aussi. Donc, avec toutes ces palettes, hein, on s'en sert beaucoup en parfumerie du thym. Mais vraiment. Et que ce soit pour les hommes, pour les femmes ou pour les parfums unisexes. On s'en sert vraiment beaucoup. C'est presque un incontournable. Quand je suis allé voir mon copain parfumeur, il m'a dit du thym Boudu. Voilà. Il y en a plein. Oui, il est toulousain lui aussi. D'accord. Bah oui, Boudu. Voilà. Donc, tous les parfums de la maison Burberry, tous, ils ont du thym dedans. D'accord. Tous. C'est un peu une signature pour eux, je pense. Toute la gamme Invictus de Paco Rabanne aussi contient du thym. Donc toute la gamme. On va le trouver chez les filles dans Kenzo White Power ou Angers Démon de chez Givenchy. Ouais, j'aime par bien exemple. Angers Démon aussi, Givenchy. Et j'aime bien aussi, ouais. Et chez les garçons, donc bon, toute la gamme Invictus, ou un parfum que j'aime beaucoup, mais qui moi ne me va pas, mais pourtant je l'aime beaucoup, c'est l'Odyssée
de Issey Miyake. Il sent super bon. Sur moi, il sent pas bon, mais il sent vraiment super bon. Un peu vert, frais. Moi, je l'aime beaucoup. On apprend des trucs de ouf en vous écoutant. On apprend des trucs de ouf sur le chat, mais ça n'arrête pas aujourd'hui. Hein. C'est rock'n'roll. On vient de découvrir le mot excrété. Exécré. Excrété, pardon. Excrété, voilà, c'est ça. Ouais. Remettre à zéro. De consacré. Ouais, c'est le contraire de consacré. Je connaissais pas non plus. Vous voyez, franchement, on a des enchanteurs vraiment au petit bouillon. Je vous le dis, on apprend avec tous ensemble. Ouais. Les thym. Ah bah tiens, Samuel, bouillon, je l'ai pas dit, mais le thym, c'est l'élément essentiel de votre bouquet garni, par contre. Hein. Ouais, qu'est-ce que ça s'appelle le bouquet garni? Thym, laurier. Ah, romarin. oui, c'est ça, oui. Céleri. Mm. Et persil. Oh, et persil, je vous oubliais le persil. Et moi, j'ai toujours les pommes, les poires et les choucoubidoubidou. Tu sais, c'est le petit fagot de plantes que tu mets quand tu fais un plat, ça y est, j'ai quel compris. qu'il soit. Mais comme je suis pas très cuisine, en fait, en réalité, ça me passe... Tu les achètes, tu peux les acheter tout faits. Mais franchement, c'est cher pour ce que c'est, donc il faut mieux se le faire soi-même. Autant avoir un petit peu de thym, de romain à la maison. Alors, à mon avis, c'est un indispensable de tout le monde, en fait. C'est même pas de la sorcière, de tout le monde. Thym, romarin, en plus, ça se cultive en pot, donc pas d'excuses, quoi. Il y a Lysia qui dit c'est pas le bouquet de fleurs, Alina, hein, on est d'accord. Non, j'ai bien compris, t'inquiète. Ouais, j'adore. Ça y est, je suis foutue. Hein. Je suis cataloguée. Non, mais c'est merveilleux. Parce que on apprend ensemble. Oui, ce n'est pas un bouquet de fleurs, je l'ai bien perçu. En fait, je ne fais pas de cuisine, donc je ne suis pas douée en cuisine. Et je n'ai pas de thym de romarin à la maison. Par contre, moi, en matière de plantes, je suis comme ça. Je vais pas aller chercher toutes les plantes qui existent chez les sorcières. J'utilise la plante par excellence qui se trouve à côté de chez moi. Et chez moi, c'est le hou. Donc, je fais plein de choses avec le hou. Mais après, pour le reste, quelques autres petites plantes. Mais sinon, surtout le hou. Moi, je suis vraiment en mode là en ce moment avec toutes les recettes qu'on a dans la littérature et compagnie, qui sont la plupart du temps des recettes qui viennent d'Amérique. Oui. Moi, ça me pose un problème parce que du coup, on a besoin forcément de plantes qui sont endémiques de là-bas. Et je suis vraiment en mode de rechercher des substituts avec des plantes de chez nous. Parce que ce savoir-là, il a existé, il a été perdu, ou il est dilué, et je trouve que c'est hyper important d'utiliser les plantes de chez soi parce que en fait, on fait partie d'un microcosme en particulier, et que les plantes, elles vont plus forcément résonner en nous, Européens, qu'une racine de Saint John ou du Palo Santo, ou des trucs comme ça, où en fait, on connaît même pas la plante en question. Mais c'est fou. Voilà. J'ai parfaitement conscience que le mois prochain, je vous parle d'une plante absolument pandémique. Hein. Voilà. Ah. Mais bon. Alors moi, sur le plan que tu m'as envoyé de l'année, je n'ai pas novembre et décembre, donc ça va être Mystère et Boule de chewing-gum. Ah, parfait. Je te le dis pas alors. Ah non, mais faut me le dire pour la newsletter. Ouais. Ah oui, c'est trop tard, hein, t'es foutu. Ouais. Attends, c'est novembre. Réfléchis, qu'est-ce que ça peut être en novembre? Un truc pour se réchauffer, qui est bon avec le chocolat. Il y a des pommes en novembre aussi. Ah, attends que je réfléchisse. Tu m'as dit chocolat, tu m'as dit pomme. Ouais. C'est du hou, c'est du hou. Non, c'est pas du hou. Il n'y a pas d'huile essentielle de hou. On sait jamais, écoute. Hein. Des fois que. Non. Ok, réflexion les amis, vous avez un peu. On peut le mettre dans le rhum aussi, dans les gâteaux. Attends, ça me parle. Voilà. Le truc là qu'on met dans le chocolat là, les amis. Ouais, on approche de Yule. Ah, c'est oui, merci. Exactement, Lonaya. Oh là là. C'est la cannelle. La cannelle. Oh là là. En plus, c'est trop bon. D'accord, la cannelle. Ah, je pensais que ce serait pour le mois de décembre, mais non. Non,
mois de décembre, c'est... non, c'est autre chose, le mois de décembre. À Yule, il y a autre chose. Le Bien ou, plus. le ou. Mais non, il n'y a pas d'huile essentielle de ou, Alina. Dis ou. Alors, je vais noter. Donc, novembre, c'est la cannelle. Ouais. Voilà, c'est fait. Il me manque mois de décembre. Sinon, j'ai tout le reste de l'année. Hein. Oui. Et décembre, c'est Yule. Là, je peux pas mieux te donner quand même. Il y a plein de trucs à Yule, là, tu m'aides pas. Bah, Yule, il y a un truc qu'on fait tous. Bah oui, Ah, d'accord. Naya. Oui, Bah, oui, évidemment. d'accord. évidemment. Du pain. Ok. Bah oui. On les mange et tout. Non, je rigole. Samuel, hein, t'as vu, hein, je suis aussi un boulet que toi. Hein. T'as vu? Bah oui. On n'est pas... Vivement le mois prochain. Ah oui. Bah oui, bien sûr, le sapin, bah oui, logique. Ah, donc le sapin. Ce sera le pain, parce que l'huile essentielle de sapin, elle existe, mais elle n'est pas très... elle sert pas à grand chose par rapport au pain, en fait. Il n'y a pas de plus-value entre le pain et le sapin. Enfin, en termes d'huile essentielle. Hein. Donc la pomme de pain, quoi. Non, l'huile essentielle de pain. Ok. C'est avec les aiguilles qu'on fait l'huile essentielle. Ah, d'accord. Avec les aiguilles. Qui sont des feuilles, en fait. Mais bon, bref, voilà. Et comme on dit qu'à chaque fois que les plantes, quand elles piquent, elles protègent, donc ça veut dire qu'on peut aussi relier à la protection, le pain. Alors, notre Robert est très en forme quand Oui, même. j'ai vu. Parce que, il est en train de réfléchir à une huile essentielle pour Thanksgiving. Moi, j'adore. Alors, il nous dit, je ne pense pas qu'il existe une huile essentielle de dinde. Ah, mais écoute, t'imagines? Éducation sur les couscous. Ah, mais ils sont partis. Bah voilà, je me retrouve toute seule. Parce qu'en fait, on a une connexion qui s'arrête au bout d'une heure. Punaise, en plus, j'avais pas vu l'heure. Donc, je suis désolée, les enchanteurs. Alors, c'est complètement rock'n'roll. Oui, je suis vraiment désolée. Je me suis retrouvée toute seule, en fait, en live. Je suis désolée, les enchanteurs. Je suis désolée. Bon, on va vous faire plein de gros bisous. C'est la fin du live. Décidément, oui, tu t'es fait jarter du live, Isilane. Je suis désolée, Samuel. Je suis désolée. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai pas repris l'abonnement. Bah oui, c'est normal. J'ai pas repris l'abonnement, donc quand je suis à plusieurs sur le Google Meet, bah au bout d'une heure pile poil, eh ben tout s'arrête. Donc comme ça, vous êtes au courant. On fait plein de gros bisous. On se retrouve à 13h, entre 13h et 14h, je serai en live pour le Journal des Sorcières en compagnie donc de Antinous. On aura également ce soir de 20h à 21h la croisière folk avec Eric Cooper, mes très chers enchanteurs, donc à ne pas rater. Je fais plein de gros bisous. Si vous avez raté le début de cette émission, pas de problème. Elle sera en rediffusion cet après-midi entre 16h et 18h. Je vous embrasse bien fort. Désolée, j'avais totalement zappé que ça coupait au bout d'une heure pile poil. Donc, je vous embrasse fort, Samuel et Isiliane, et merci encore pour votre super chronique. Bisous magiques et à tout à l'heure.